Il est 9 heures. Bonjour à tous. Bienvenue pour cette 15e webconf de la saison 2. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Virginie Niquet qui va nous faire voyager parce qu'on va traverser en diagonale toute la France pour aller la rejoindre proche de Lyon. Plus précisément, elle nous le dira peut-être tout à l'heure exactement où elle évolue. En tout cas, c'est très gentil de ta présence parmi nous et je vais te laisser la parole et puis prendre le contrôle de l'écran de façon à ce que tu te présentes un petit peu plus en détail et puis que tu puisses aborder le thème voilà, où je pense beaucoup d'entraîneurs et puis même d'entraîneurs qui sont peut-être même parents vont avoir un intérêt très important à échanger, notamment lors de cette conférence. Donc sur le fonctionnement, je rappelle, l'idée pour nous, c'est pendant l'exposé, c'est plutôt de poser les questions via le chat. Et puis, il y aura sans doute un petit temps à la fin où on pourra peut-être poser les questions en direct de façon à faciliter un petit peu l'échange. Merci à tous. Et puis, Virginie, donc, je vais te laisser pouvoir prendre l'écran et nous exposer un petit peu pourquoi tu as été missionné aujourd'hui. Ça marche, merci François, merci et tes collègues en tout cas pour l'invitation, merci la Bretagne. J'ai toujours plaisir en tout cas à venir partager ce que j'ai pu vivre et ce que je peux enseigner à l'université. Moi c'est la Drôme, c'est le nord de la Drôme, c'est Anneyron, donc en effet on fait une bonne diagonale pour venir jusqu'à moi. Me présenter rapidement, déjà François, on a eu la chance, on a eu l'opportunité de travailler ensemble pendant 2 ans avec Pierre Vincent et une époque intéressante, je dirais la belle époque. En tout cas pour moi, 2 années extraordinaires, 2012-2013. Moi j'étais en qualité de préparatrice physique, même si on connaît bien Pierre et ses qualités de management et d'échange incessant qui nous questionnent en effet sur comment entraîner, comment mieux entraîner. Mon parcours, assez rapidement, moi je suis maître de conf en psycho du sport à l'UFR STAPS de Lyon depuis 2012. Du coup, je suis intervenue en prépa physique pendant un certain nombre d'années des collectifs équipe de France élite et espoir. Et puis maintenant, 8 ans, je bosse en préparation mentale au sein de la fédération de cyclisme où je suis référente préparatrice mentale sur l'entraînement mental. Et je bosse aussi avec les espoirs dames, avec Jérôme Fournier depuis 4-5 ans sur cette question-là au sein du collectif. J'ai eu la chance de bosser aussi 2 ans au centre de formation de l'Asvel avec Pierre et Mehdi Marie, actuel coach de Limoges. Du coup, à la thématique du jour sur la question des parents et de l'entraîneur, il y a une première partie qui va être principalement sur les parents. J'ai eu l'opportunité avec une doctorante maintenant, une chercheuse qui a bossé 3 ans sur ce thème-là et nous avons fait des interventions auprès des pôles basket, en particulier dans ma région à TSF à Voiron. Et une deuxième partie un peu sur l'entraînement qui est par rapport à la commande qui a été réalisée. Je vous partage du coup mon support que je vous enverrai avec plaisir. On a construit un guide parent avec Noémie Liénard sur, alors c'est un peu présomptueux des fois à dire, mais sur le guide des bonnes pratiques, en fait, quelle posture adopter en tant que parent. C'est pas simple d'être parent tout court et d'accompagner son enfant dans la pratique sportive. C'est bon, tout le monde voit mon diaporama? Oui, c'est parfait. C'est parfait. Et du coup, on va rentrer directement vers… on a déjà passé la deuxième diapo. On va aller en tout cas ensemble sur essayer de comprendre comment accompagner son enfant dans sa pratique. Et ça donne, avec l'idée de donner des grilles de lecture, en tout cas pour les entraîneurs, pour les inclure dans le projet de l'enfant, quel que soit le niveau par ailleurs. Et après, on ira un peu plus sur l'entraîneur. Comment accompagner les parents dans le projet de son enfant? Et j'ai envie de dire, quel que soit son niveau, il faut reconnaître en effet… le GoToMeeting ne vous gêne pas? Vous voyez bien tout l'écran, François?
Ouais, nous, à la différence de toi, c'est qu'on a vraiment Et vous voyez tout. Ok, je voulais le juste PowerPoint m'assurer de sur ça. plein C'est très écran bien. quasiment. Ouais. Ok, Mm. pas de souci. Le rôle des parents, on va essayer de mieux le comprendre pour pouvoir mieux l'appréhender et mieux l'accompagner. On sait que les parents, dans la pratique de leur enfant, pour ceux qui ont la chance d'être parents, on est à la fois supporter, psychologue, on est le relais de l'entraîneur, on est les investisseurs parce que ça nous coûte, hein. Bon, après, la pratique du basket coûte moins que le cyclisme, par exemple, mais il y a un coût, il y a un investissement certes financier, mais il y a aussi un investissement temporel, il y a un investissement affectif qui fait que ça peut nous coûter en tant que parents. On doit aussi les transporter, les accompagner, adapter la nourriture, j'ai envie de dire, les temps de repas en fonction de ce qui se passe. Et quoi qu'il en soit, on sait que les parents permettent la participation de l'enfant, permettent en tout cas l'accession au beau niveau et sont des acteurs importants et actrices importants dans le projet de l'enfant, dans la filière de haut niveau. Ils favorisent le plaisir. Ils améliorent en effet le développement positif de l'enfant via le développement d'habiletés grâce à la pratique sportive. Et c'est tout le plaisir aussi de pouvoir pratiquer avec son enfant et implicitement l'éthique de travail associée à la pratique sportive. Déjà, il faut arriver à questionner quelle est la motivation de mon enfant quand il s'implique. Et de la même manière, en tant qu'entraîneur, essayer de comprendre la raison pour laquelle le jeune il est là, lui ou la jeune elles sont là. Est-ce qu'il est plutôt là pour apprendre, pour s'amuser, pour la reconnaissance, pour être meilleur que les autres, pour faire partie. Souvent, ils viennent aussi quand ils sont à 6-7 ans, ils viennent parce qu'il y a un ami de l'école, en fait. Essayer d'identifier les motifs de pratique. Il y en a qui sont là parce que leurs parents, leur mère était basketteuse et qu'elle leur a dit que c'était important de faire du basket, mais ils n'aiment pas le basket. Il y en a qui mettent leur enfant, alors c'est moins le cas peut-être quand c'est le plus jeune âge, mais parce que c'est important de faire une activité physique pour avoir favorable à la santé, pour avoir des effets en tout cas pour être en forme, surtout dans le contexte actuel qui fait que nos enfants pratiquent peu ou moins ou différemment. Voilà, il y a le beau temps qui arrive, donc en tout cas ils vont pouvoir s'accomplir et sortir davantage. C'est important d'identifier pourquoi les gens sont là en fait. Pourquoi votre enfant il fait son sport et après on verra par la suite comment on peut accompagner ces motifs de pratique. C'est-à-dire que s'il y a une personne, elle vient parce qu'elle n'a pas le choix, à nous de l'accompagner en tant qu'entraîneur pour faire en sorte qu'il pratique ou elle pratique le basket pour apprendre, pour s'amuser et progresser, et non pas au début parce que l'enfant n'avait pas le choix. Donc, et voilà à côté les 6 motifs d'abandon de la pratique qui sont importants à identifier. Et la suite, elle est très importante. Pour moi, la première étape en tant que parent, elle est là, et en tant qu'entraîneur pour comprendre les parents, en tout cas pour accompagner les parents, elle est là. La question, c'est quelles sont les motivations des parents dans la pratique sportive de leur enfant? Pourquoi inciter votre enfant à faire du basket? Qu'est-ce que vous y mettez à l'intérieur? Denis, Ouais, une première question en fait qui vient suite un petit peu à la diapo d'avant, c'est comment, parce que c'est un peu des questions qu'on a de temps en temps, c'est comment reconnaître la motivation. Bah, c'est peut-être dans cette diapo que tu vas l'expliquer aussi, celle véritablement de l'enfant et celle des parents, parce que on sent de temps en temps entre guillemets des réponses de jeunes sportifs qui sont presque un petit peu un récit de ce qu'on devrait dire, quoi. Alors que comment on peut déterminer ouais. véritablement ce que le jeune pense, quoi. La première étape, déjà, alors moi j'entraîne modestement des U7 hein, dans mon village. Moi, je les questionne en fait. Pourquoi vous êtes là? Qu'est-ce qui vous plaît dans le basket? Dès la première séance, je les questionne sur les raisons de leur présence, en tout cas. Je passe énormément de temps sur les premières séances, surtout les parents que je connais pas en fait, à aller les voir et à les questionner sur pourquoi vous mettrez votre enfant dans le club, là, quelle est la raison. Après, les autres parents que j'ai identifiés, qui généralement ont mon âge et avec qui j'ai déjà vu pratiquer, je sais qu'ils pratiquent parce que c'est aussi la seule activité qu'il y a dans le village. Donc, je questionne moi les parents assez directement sur les premières séances. Donc, on est deux à intervenir. Donc, il y en a un qui fait la séance et j'essaye d'accueillir les parents. Il y a un vrai travail, en tout cas, je pense qu'il est important de création de liens. Pourquoi votre enfant est là? Je questionne l'enfant. Et après, quand on observe l'enfant, pour moi, c'est assez facile de se rendre compte s'il est là. Ben voilà, si par exemple, pour se rendre compte si le gamin il est content d'être là, ben, est-ce que dès qu'il arrive, il va prendre un ballon, ou est-ce que dès qu'il arrive, il va discuter avec ses copains, ou dès qu'il arrive, il reste avec ses parents. On peut s'appuyer de l'observer. Après le questionnement, d'observer permet d'affiner en tout cas les raisons pour lesquelles on s'investit. Après, en effet, du coup, ça me permet d'enchaîner sur la suite. Quand j'ai questionné les parents, ça me permet d'identifier quelles sont les raisons
que les parents posent leur enfant dans mon club, dans ma structure. Est-ce qu'il y en a, ils m'ont dit, bah ouais, moi je suis pas du tout basket, je l'ai mis parce que c'est important pour moi qu'il soit avec d'autres enfants plutôt qu'un sport individuel. Il a fait de la natation il y a 2 ans, maintenant c'est important qu'il fasse un sport co. Ça me permet en tout cas d'y voir plus clair sur comment accompagner à la fois les enfants et les parents. Et les parents non spécialistes, moi de basket, j'y alloue beaucoup de temps en fait. C'est comme si demain, moi on me dit, il faut mettre mon fils à la musique. Je sais pas comment faire. Le mettre au basket, je sais comment me comporter, je pense. Mais le mettre à la musique, je ne saurais pas. Est-ce qu'il faut que j'assiste au truc? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et du coup, il y a un niveau hétérogène d'information et d'implication des parents. Donc, ceux qui sont passionnés de basket, eh ben, ils sont tout le temps là. D'ailleurs, ils sont des fois casse-pieds à gérer, j'ai envie de dire, parce qu'ils transposent leurs pratiques anciennes dans celles de leur… On en parlera, hein, des parents entraîneurs spécialistes de l'activité à la fin. Et beaucoup de temps à donner des billes aux parents qui sont non spécialistes du basket, comment on s'organise, les plateaux, pourquoi, la non-recherche de performance au début, en tout cas, etc., etc. Donc voilà, aller questionner les parents sur la raison de l'implication de l'engagement de leur enfant. Qu'est-ce que vous souhaitez que votre enfant apprenne dans ma structure? Essayer de comprendre, est-ce que c'est savoir se concentrer? Il y en a, c'est savoir se canaliser, hein, aussi simple que ça. À l'école, il n'y arrive pas. Là, est-ce que vous allez arriver à le canaliser par une pratique sportive? Et du coup, on sait que nous, en tant que parents, ce qui nous influence, en fait, c'est notre histoire, hein, notre histoire personnelle, nos attitudes des entraîneurs précédents, les attentes qu'on a pu vivre, par exemple, un entraîneur très dur et on s'attend à ce que moi, j'entraîne de manière très dure. La relation avec les dirigeants, tout ça est à considérer pour pouvoir adapter après son discours par rapport aux ressources, j'ai envie de dire, et aux raisons des parents. Qu'est-ce qui est difficile, en fait, en tant que parent, et il faut le reconnaître, hein, à gérer, hein, c'est la déception d'une défaite, par exemple. C'est pas simple de voir son pitchoun affecté émotionnellement. C'est les finances, même si dans le basket, c'est peut-être moins fort que ce que je peux vivre, en tout cas dans le cyclisme. Le temps investi, passer l'après-midi à faire un plateau, à se transporter, etc., au détriment peut-être d'une logistique avec les autres enfants. Le sentiment des fois de ne rien contrôler, trouver un équilibre entre le quotidien et le sport. Les blessures, c'est difficile à gérer pour les parents. Et comprendre si les parents, en tout cas, sont soumis aussi à un stress élevé, ils ont passé la semaine, ils sont tendus dans leur travail et qui se cherchent, qu'à travers la pratique de leur enfant, que ce ne soit pas une décharge émotionnelle de la semaine. Donc tout ça, il faut arriver un peu à le percevoir. Par contre, il y a des bénéfices, hein, d'amener son enfant au gymnase et de regarder dans son pratique, il y en a plein. Déjà, nous, ça peut être un moyen en tant que parent de créer du lien avec d'autres personnes. C'est de voir son enfant s'exprimer dans un espace qui lui est le sien et où moi, je n'ai pas d'impact. On en parlera après des parents dans les tribunes. De le voir réussir, de le voir casser les dents et apprendre des expériences difficiles, de le voir grandir, de le voir se dépasser. Du coup, ça me permet… Une deuxième question. Vas-y, ouais, avant que… Ouais, une deuxième question. Même si je pense que tu vas l'aborder tout à l'heure parce que tu dis que tu vas aborder là les parents dans les tribunes. Tu l'aborderas aussi sur nous, des questions qui reviennent très souvent des éducateurs sur le parent à l'entraînement, parce que c'est des questions d'éducateurs qui se posent très souvent. Est-ce qu'on les accepte? Est-ce qu'on doit mettre des règles pour qu'ils soient présents à certains moments? Comment? Et je pense que notamment, nous, quand on est plus jeunes éducateurs, c'est-à-dire on est un peu démunis par rapport à savoir poser un cadre. Donc, voilà, la question sera autour de ça. Ouais, je vais y répondre et tu as tout dit, François, en fait. C'est la question de poser le cadre. Et en effet, peut-être pour les gamins de 18 ans qui entraînent, que des gamins, parce que j'en ai 40, mais qui entraînent des jeunes U8, U11, c'est dur de poser le cadre pour eux aussi. Donc, il faut aussi que ces jeunes-là, ils soient un peu accompagnés dans leur structure. Mais la première base, en fait, c'est de pouvoir poser un cadre, c'est-à-dire que sur les premiers temps d'entraînement, prendre 15 minutes avec les parents sur mes attentes sur leur rôle. Alors, c'est peut-être plus facile de le dire à 40 ans quand on a des gamins qui ont 18 ans. Mais moi, je pense qu'il faut que les parents ils s'investissent et qu'ils se rendent dans le gymnase. Moi, j'adore quand ils assistent aux entraînements. Par contre, j'attends d'eux qu'ils n'interpellent pas leur enfant pendant la pratique. J'attends d'eux qu'ils acceptent qu'ils se trompent et qu'ils ne comprennent rien aux consignes et qu'ils n'interviennent surtout pas, en fait. J'attends d'eux qu'ils soient par contre dans l'encouragement à des moments donnés, s'il y a besoin de fournir un peu d'énergie positive,
Et du coup, je leur présente mon cadre. Par contre, je ne pense pas qu'il faut leur fermer la porte, il faut les inclure. Bon, il y en a qui sont difficiles à convaincre, il y en a qui sont un peu têtus, mais ça m'est jamais arrivé d'aller, si sur un match, peut-être de dire là, ouais, c'est too much, maintenant, c'est ni bénéfique pour moi, ni pour ton enfant, et là, peut-être que c'est mieux que tu n'assistes pas au match de ton enfant. En fait. On en parlera un peu par la suite sur comment aborder les différents profils et comment prévenir en fait des comportements déviants et insupportables au bord des terrains. Mais il faut mettre les deux pieds dans le plat. Moi, je les mets tout de suite, les deux pieds dans le plat. Je suis engagée dans la structure à entraîner les U7 ou 9 hein, modestement, mais voilà, moi, j'attends de vous ces comportements-là. C'est la raison de mon engagement. Je pense qu'on a le droit de se tromper, que les gamins, ils ont le droit de ressentir des émotions. C'est ce qu'apporte le sport. Et si vous voulez que votre enfant il grandisse au travers de la pratique, voilà ma façon de fonctionner. Et si vraiment vous ne voulez pas y adhérer, on pourra en rediscuter. On va aller du coup vite à l'extrême avant de revenir à des méthodes, j'ai envie de dire. Comment se servir du sport comme un outil d'émancipation et versus maltraitance hein, c'est les parents trop investis, c'est une pathologie, hein, c'est le syndrome de réussite par procuration à travers la pratique de son enfant, hein, où les gens, c'est l'expérience d'André Agassi hein, qui dit en fait qu'il n'a jamais, aimé le tennis et que son père, en effet, ancien combattant, je ne sais plus dans quelle guerre, hein, mais en tout cas qui a voulu pousser ses enfants à la réussite. Et dans son livre biographique, André Agassi dit qu'il n'a jamais joué au tennis et qu'il a accompli cette activité un peu par défaut, même s'il a été hyper performant. Et ça questionne en effet assez vite à arriver à identifier ceux qui surinvestissent leur enfant, c'est-à-dire que ça veut dire qu'ils n'écoutent plus leur enfant dès qu'il est fatigué, qui vivent les émotions à travers la pratique de leur enfant, donc c'est assez facile à percevoir autour, et qui instrumentalisent leur enfant, qui les entraînent plus. Je pense par exemple à des parents, alors sans les stigmatiser non plus, mais votre enfant est au pôle, et puis le week-end, le samedi matin, vous allez l'entraîner, le samedi après-midi, vous allez l'entraîner, le samedi soir, il a son match. Et les parents qui vont encore entraîner pendant les week-ends alors que votre gamin est déjà au pôle. Donc voilà, les gamins, quand ils sont toute la semaine au pôle, ils rêvent que d'une chose, c'est de discuter avec leurs parents, mais de tout sauf de ce qui s'est passé de basket pendant la semaine, parce qu'ils ont envie de passer à autre chose, ils ont envie de discuter avec leurs amis, de leur village local. Et en tout cas, il faut être vigilant, et c'est pas simple en tant que parent, quand on donne toute la semaine au pôle, de le récupérer. Et on a envie de dire alors comment s'est passée la semaine. Bon, même si maintenant les moyens de communication, les téléphones, etc., font qu'on a plein d'informations en live, j'ai envie de dire en tant que parent, mais les gamins, quand ils rentrent le week-end, ils rêvent que d'une chose, de passer à autre chose. Donc voilà, vigilance par rapport au syndrome de réussite par procuration qu'on peut avoir à travers la pratique de son enfant, et c'est assez facilement identifiable. Je ne vais pas vous lire la lettre, mais je vous la laisserai lire parce que je vous donnerai les documents. C'est un gamin qui raconte à son père comment finalement son père l'a poussé dans la pratique hein, et était plutôt enthousiaste. Hein, elle est assez émotionnelle cette lettre hein, où le père était assisté au match, il avait plutôt une posture amicale. Et puis à un moment donné, il a changé de comportement, il a commencé à stigmatiser l'entraîneur, à mettre une pression à la réussite à son enfant. Et à la fin, voilà, le gamin, il a du mal à trouver plaisir à la pratique. Donc, je vous la laisserai lire, parce que du coup, je veux passer un peu plus de temps pour la suite et arriver en tout cas à questionner tout ça. Elle est plutôt riche à lire. Cette question des parents, ça fait un moment qu'on se la pose au sein des fédérations, on ne va pas se mentir, hein, sur comment les accompagner dans la pratique de leur enfant. Et petit à petit, les fédés, elles s'adaptent, elles déclenchent des choses, des plaquettes, une liste de bonne conduite. J'ai envie de dire, c'est une première pierre, c'est intéressant, mais ce n'est pas suffisant en fait. Instaurer le dialogue et échanger avec les parents, c'est une étape importante parce que construire cette relation entraîneur-parent, elle est pour moi primordiale si derrière, on veut faire passer des messages sur comment le parent peut accompagner son enfant du mieux possible. Donc, les plaquettes, les règles de bonne conduite, c'est une première étape. Si on savait qu'à chaque fois qu'on dirait que c'est bon de faire de l'activité physique et de ne pas utiliser sa voiture pour l'écologie, ça marcherait, ben on ne fait que des plaquettes. Mais malheureusement, il y a un gros temps d'éducation et de sensibilisation à réaliser. Du coup, ça me permet de bondir sur un travail qu'on avait fait avec Noémie Liénart. On était allé interroger les parents et essayer de comprendre la cohérence entre ce que pensent les parents et ce que pensent les enfants. Et on avait travaillé sur 4 types de comportements. On avait questionné un peu les comportements directifs. Est-ce que ton parent, ton père, ta mère te disent
ce que tu dois faire, comment gérer ton entraînement, comment gérer ta course, etc., etc. Est-ce que, en gros, ils te contrôlent, entre guillemets, ils te disent ce que tu as à faire dans ta pratique? Le deuxième comportement qu'on avait évalué, c'était est-ce que tu as l'impression que ton parent, ton père, ta mère te mettent la pression, en fait? Est-ce que tes parents, ils te mettent la pression dans ton activité et une pression à la performance? Donc, les deux premiers sont plutôt ce qu'on appelle, nous, des comportements négatifs, où je dis à mon gamin ce qu'il a à faire et je lui mets la pression. Et les deux autres, est-ce que tu perçois que tes parents t'encouragent, te comprennent? Est-ce que tu sont investis dans la pratique? Et ces deux comportements-là sont plutôt positifs. Et ce qui est intéressant, c'est le graphe d'après, en fait. On est allé interroger les parents de comment ils pensent se comporter avec leur enfant et on est allé interroger les enfants de ce qu'ils pensent comment leurs parents se comportent. Donc, on a eu les deux, on a confronté les deux et en fait, on s'est rendu compte que sur les comportements négatifs, les enfants, ils expriment davantage que leurs parents expriment des attitudes négatives, ils sont directifs et mettent la pression à leurs enfants que pensent les parents pensent le faire. Donc, dit autrement, c'est-à-dire que les parents sous-estiment peut-être les feedbacks négatifs qu'ils peuvent fournir à leur enfant. Ou à l'inverse, pas qu'il y ait de l'œuf et de la poule, par contre, hein, on sait pas. Ou alors, les enfants surestiment les comportements négatifs de leurs parents. On peut le voir dans les deux sens. En tout cas, c'est intéressant. Sur le côté positif des comportements positifs, c'est pas 0,4 d'ailleurs, en haut, c'est 0 et 0,5. Sur les comportements négatifs, positifs, pardon, investissement, encouragement, on se rend compte que les parents surestiment les comportements positifs qu'ils adoptent par rapport à comment les enfants le perçoivent, ou ils perçoivent que leurs parents expriment et ont moins de comportements positifs que ne le pensent les parents. Je suis claire un peu sur la présentation du graphe. Donc, en gros, les parents sous-estiment les feedbacks négatifs et surestiment les comportements positifs. J'ai envie de dire, c'est pas cette photo-là, ce qu'elle nous apporte un point essentiel, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des différences significatives entre ce que pense le parent sur la manière dont il se comporte et ce que ressent l'enfant. Pour rejoindre les deux, c'est assez simple, j'ai envie de dire, mais il suffit d'interroger quelle catégorie d'enfants, du coup Fiona, je réponds tout de suite. C'était une liste en fait de 12 à 16 ans. Notre étude, c'était avec des enfants de la filière d'accession au haut niveau. Donc, c'était des polistes. Mais après, on a retrouvé les mêmes données avec des parents, avec des enfants de quel que soit le niveau, parce qu'on a élargi après notre échantillon. Donc, c'est vraiment une donnée récurrente, en fait, l'écart des perceptions entre ce que pensent les parents dans la manière dont ils se comportent et ce que perçoivent les enfants. Le lien entre les deux, vas-y François. Ouais, excuse-moi. Et je voulais savoir si on retrouvait un petit peu les mêmes, on va dire, résultats, si à la place du parent, on met l'entraîneur, parce qu'on peut retrouver un peu de temps en temps des comportements d'entraîneurs qui sont aussi un petit peu dans ce que tu as décrit, des très directifs, très négatifs ou intrusifs aussi. Mais tu es dans le mille, en fait, François. On retrouve aussi de manière récurrente ces mêmes observations, cet écart chez les entraîneurs avec les athlètes, les joueurs. Après, la question, c'est comprendre ces différences-là. Où est le biais, en fait? Ou est-ce que c'est réel? Alors après, il y a des études où on va noter et filmer les parents et les enfants et les entraîneurs, hein. Il y a des études in vivo, j'ai envie de dire, qui mettent en évidence, en effet, ces disparités qui sont réelles, en fait. Et en fait, la réalité, c'est que le lien entre ce qui est perçu et ressenti, bah, c'est la communication, en fait. C'est-à-dire que nous, quand on a fait ces études-là et qu'on a renvoyé des informations, les parents, ils ont dit « Waouh, qu'est-ce que je fais, moi ?» Et ben, questionne ton enfant. Est-ce que tu as vraiment l'impression que les garçons… Alors voilà, est-ce qu'on n'a pas zoomé encore sur les garçons et les filles? On est en train d'avancer sur ces données-là. Donc, je ne peux pas vous répondre entre les différences genrées entre les filles et les garçons. Le lien, en fait, c'est communiquer avec son parent, avec son enfant. C'est-à-dire comment tu as l'impression que je me perçois avec toi? Est-ce que plutôt positif, plutôt négatif? Et à l'inverse, et dès qu'il y a du lien et de la communication, en fait, on se rend compte, dès qu'il y a des stratégies qui sont mises en place par les parents, d'aller questionner leur enfant, et ben cette différence, ça s'amenuise. Je n'ai pas le graphe ici, mais ces différences s'amenuisent. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller questionner son enfant sur moi, comment je me comporte, qu'est-ce que tu aurais besoin en termes de comportement de moi dans ta pratique. Je vous présente aussi succinctement
On a fait pas mal d'interventions et on pourra vous envoyer les ateliers avec Noémie. Hein, c'était l'objectif de nos recherches de rendre ces contenus accessibles. Et là, je vous présente des bouts d'ateliers qu'on avait fait au sein des pôles on avait fait l'OL féminin, on avait fait les pôles de Voiron, hein, tous les collègues avec Greg, etc. On avait fait 12 structures, on avait fait des interventions, on avait fait le centre de formation de Bourg-en-Bresse aussi qui avait bien voulu nous accueillir. Et on avait réuni des parents où on avait dit OK. Voici tous les acteurs autour de l'enfant. Quels sont les rôles de chacun en fait au sein du pôle? Que doit faire le parent? Que doit faire l'école? Que doit faire le staff sportif, le médical et la sportive? Et en effet, au milieu de tout ça, eh ben, c'est l'enfant qui doit amener du lien et de la communication au niveau du process. Donc, c'était pour aider les parents à dire, voilà, vous, en fait, on va le voir, et ça va être assez simple, mais difficile à comprendre. J'ai envie de dire pour les parents, votre rôle, c'est d'apporter de l'amour à votre enfant et pas intervenir sur les aspects techniques, en fait, sur les aspects basket, etc. Et la suite, c'est qu'on avait, la deuxième diapo, c'est qu'on avait dit, OK, vous, en tant que parent, listez tout ce que vous avez déjà à faire. Bon, il y a investissement financier, investissement temporel, surtout si on a beaucoup d'enfants, et ben, investissement pour un enfant et comment gérer les autres, l'investissement affectif, et lister toutes les tâches que vous devez accomplir si vous accompagnez votre enfant. Là, c'était particulier dans la filière d'accession au haut niveau. Bon, même si ce qui est difficile des fois à gérer pour les parents, c'est la transition, si on fait un peu lien entre avant d'aller au pôle et le pôle, en fait. C'est-à-dire, je vis tout le temps avec mon enfant et hop, il est un peu déraciné de la maison et là, je ne le vois plus de la semaine. Et pour les parents, c'est dur de gérer cette distanciation affective et où ils passent, en fait, où avant, c'est minime, hein, je crois que c'est en cadet qui sont à pôle, je ne sais plus les catégories d'âge exactement, mais où les parents sont hyper investis, hyper disponibles et d'un coup, sur l'année scolaire suivante, eh ben, on n'a plus besoin du parent, il n'y a plus besoin de la logistique tout au long de la semaine. Et pour les parents, c'est un peu compliqué à gérer cette transition-là où j'ai été très investie et je me suis bien amusée en tant que parent de m'investir à fond dans la pratique de mon enfant. Et là, demain, il est au pôle et en tout cas, moi, je sais que j'aurai besoin de beaucoup d'informations pour comprendre ce qui se passe toute la semaine, etc., etc. Donc, cette transition, des fois, elle est difficile. Du coup, on s'était amusé, c'était vraiment super riche en fait. Sur un deuxième atelier, on avait filmé des parents au bord des terrains de foot et au bord des terrains de basket. Alors, c'était pas les mêmes parents qu'on avait en atelier parce qu'on voulait pas les stigmatiser non plus. Hein, mais on avait filmé des parents autres au bord d'un terrain de foot. Je vous montrerai pas la vidéo, hein, mais et au bord de. Je vous apprends rien. On a tous vu des parents au bord d'un terrain de basket. Donc, et, et on leur a dit, bah, regardez la vidéo et notez tous les mots que les parents racontent dans les tribunes et les comportements physiques qu'ils ont. Donc, les parents, ils ont noté. Et puis après, on leur avait demandé, OK, après avoir regardé la vidéo, d'après vous, quelle émotion ils ressentent? Voilà l'action qu'ils ont réalisée. Quelles émotions ils ressentent par rapport à leur comportement? Et après, on avait fait une troisième colonne, c'est quel est leur objectif, en fait, s'ils se comportent comme ça. C'était intéressant parce que du coup, ça nous permettait d'identifier qu'est-ce qui est difficile pour les parents à gérer au bord du terrain. C'est les émotions, en fait. C'est-à-dire qu'on a aussi envie, en tant que parent, des fois, on crie à droite, à gauche, défends, derrière toi, parce qu'on a envie d'apporter un soutien technique et d'aider son enfant au cas qu'il rate une information. Donc, on veut l'aider, en fait. L'objectif, c'est l'aider, en fait. Mais est-ce qu'on l'aide? C'est un autre problème. Est-ce qu'il n'a pas le droit de se tromper 10 fois, il aura compris à la 11e fois et après, il sera autonome? C'est ça que je vous invite à questionner. Et après, des fois, voir son enfant jouer, perdre, vraiment être en difficulté face à un adversaire qui vient tout le temps lui piquer la balle et tout, émotionnellement, en tant que parent, je comprends que ça peut être difficile. On peut le percevoir comme peut-être de l'humiliation que notre enfant y vit ou vraiment de l'incompétence. Et du coup, c'est ce qui amène à des comportements déviants où d'ailleurs, souvent, notre ego fait que c'est plutôt la faute de l'arbitre qui ne siffle pas les fautes sur notre enfant que la capacité à notre enfant à monter la balle. Mais voilà, donc c'est arriver à questionner ce qu'on ressent en tant que parent au bord d'un terrain de basket et du coup d'avancer, d'arriver à se questionner sur quel est l'objectif dans la manière dont on se comporte. Je vais être assez rédhibitoire et claire en tant que parent au bord d'un terrain. L'essentiel, c'est d'encourager et arrêter de prendre la place de l'entraîneur, de coacher en mode PlayStation son enfant sur le terrain. Il a le droit de se tromper. Il grandira plusieurs fois, mais on ne pourra pas toujours le poursuivre et lui dire ce qu'il a à faire sur le terrain. On est allé, il y a eu énormément d'études qui ont filmé les entraîneurs et les parents et on est allé, c'est l'étude de Holt, les Anglais ont été vraiment précurseurs. Bon là, lui c'est un Canadien, pardon, Holt. Mais en tout cas, les Anglais, très tôt dans le tennis,
ont fait énormément d'études parce qu'assez vite, ils se sont rendus compte qu'il y avait assez vite des comportements délétères et néfastes des parents. Et du coup, depuis 20 ans, il y a des travaux dans le tennis et dans la littérature anglo-saxonne qui fait qu'on a quand même pas mal d'infos sur comment accompagner des parents. Si on s'intéresse au feedback, au retour d'informations qui sont donnés au bord du terrain, il y a un tiers des comportements négatifs, des parents verbaux et non verbaux qui sont positifs. Donc, en fait, en plus, dans notre manière de nous comporter au bord des terrains, il n'y a qu'un tiers de nos comportements qui sont positifs. Et les 2 tiers sont des comportements, des attitudes et des comportements négatifs. Donc, déjà, en tant que parents, ça doit nous questionner, en fait. C'est que 2 tiers de nos comportements sont négatifs. Et qu'est-ce qu'on cherche à apporter à notre enfant sur la manière dont on se comporte au bord du terrain? Et en effet, les comportements qu'il faut zoomer et s'il faudrait, je ne dis pas qu'en tant que parent, on peut être neutre, sans émotion au bord d'un terrain, mais ce qui devrait nous animer, c'est apporter d'énergie positive et encourager notre enfant sans le contrôler et essayer de valoriser autant faire se peut. Je ne sais pas s'il y a des questions, j'avance, François? Alors, il n'y a pas d'autres questions. Par contre, moi, j'en ai une, mais qui sort un petit peu de ce qui est présenté parce que on a de plus en plus affaire quand même maintenant à des familles qui sont un peu éclatées et que comment communiquer auprès des 2 parents alors qu'ils peuvent être là De manière épisodiquement et alternée ou pas puis toujours là, ouais. ouais, et puis surtout ils disent quand ils sont pas là en fait, ils apportent encore plus, on va dire, pour eux, leur soutien quand ils sont là. Et puis la dernière, qui moi j'ai vécu aussi, notamment un petit peu des gamins venant dans certains quartiers, mais je pense que c'est pas que lié au quartier. Il y a vraiment aussi de temps en temps cette indifférence, c'est-à-dire qu'on connaît même pas les parents, c'est-à-dire qu'on les a jamais vus. Comment nous aider, on va dire, les enfants un petit peu à appréhender cette situation, parce que c'est eux les premiers touchés sans doute. Ouais, alors sur la première, sur en effet le parent, sur les familles recomposées, moi modestement à mon niveau, j'essaye d'appeler le parent pas présent en fait. J'ai envie de dire, au moins au début, de créer un lien et de dire voilà, j'accompagne votre enfant, je l'entraîne et de créer un lien au moins au début. Donc c'est important. Et le deuxième, sur le parent absent, et du coup, ça serait aller auprès de l'enfant et lui dire ben voilà, est-ce que tu discutes un peu de ce qui se passe là dans ton gymnase? Ça te fait plaisir le basket? Est-ce que tu prends le temps de t'exprimer auprès de tes parents de ce que tu vis ici et maintenant en fait? Et est-ce que tu voudrais que moi, en tant qu'entraîneur, entraîneuse, que j'appelle tes parents et que je leur partage en effet l'enthousiasme et le plaisir que tu as à travers cette pratique-là? Je pense qu'il faut toujours tenter cette première pierre et cette première initiative et en effet de pouvoir valoriser en tout cas l'enfant auprès de ce parent qui n'est pas intéressé par l'activité. Tenter en fait, au moins essayer de lancer la première pierre. Ça demande de l'énergie, hein. Moi, je sais quand j'interviens auprès des formations entraîneurs, ils me disent bah ouais, t'es gentille Virginie, mais ça prend du temps. Bah ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, ça prend du temps en fait d'accompagner les parents. Mais je pense que l'enjeu en vaut la chandelle pour l'enfant, quoi qu'il en soit, pour ici et maintenant dans l'entraînement, ou plus tard en fait par la suite. J'enchaîne ou tu prends la question de Fabien? Je l'ai pas encore lu parce qu'il m'a mis un texte un peu plus conséquent, Fabien. On arrive Donc, du coup à on arrive à ce fameux parent expert et je vous lirai la citation, le grand texte de le parent expert que j'ai beaucoup rencontré sur les interventions qu'on a fait avec Noémie, parce qu'on en a fait dans 12 structures x 2, donc on a fait 24 interventions. Et j'ai toujours eu, alors sans répondre aux stéréotypes, mais c'était souvent le père entraîneur spécialiste de l'activité. Et quand je disais que son rôle était simplement d'aimer son enfant et de ne pas intervenir dans sa pratique, on allait sur un débat des fois qui pouvait durer assez longtemps. Pour vous partager une anecdote que j'ai vécue avec Mehdi Marie et Thomas Vincent et d'autres collègues de l'ASVEL, on avait fait une intervention sur le rôle de l'environnement. Parce que, en fait, moi, j'étais en difficulté par rapport au fait que les gamins étaient appelés sans cesse par les agents, en fait, et par des gamins aussi qui prenaient des initiatives pendant des matchs et dont les parents avaient des comportements un peu de fous furieux au bord du terrain. Du coup, on a réuni les groupes du centre de formation de l'ASVEL en petits groupes, ils étaient 4. Il y avait Mehdi Marie à l'époque, entraîneur, qui était présent, et moi aussi. Et on est arrivé à lister les personnes ressources autour du projet de l'enfant.
Donc, il y a l'entraîneur, il y a les anciens entraîneurs aussi qu'on a eu dans son parcours, il y a les agents et puis il y a les parents. Bon, bref, on ne va pas débattre sur les agents, ce n'est pas le lieu. Hein. Par contre, on s'est dit, bah, les anciens entraîneurs, sur quoi, qu'est-ce qu'ils peuvent vous apporter, sur quoi ils peuvent apporter est-ce que vous avez envie qu'ils vous fassent des retours d'informations? Alors, on a dit, ouais, c'est vrai qu'ils peuvent intervenir sur le basket, même s'ils ne nous entraînent plus maintenant. Donc, après, on est arrivé à la question des parents. Et du coup, pour vraiment vous… Et là, il n'y avait rien anticipé. Hein, Thomas Vincent, qui est le fils de Pierre Vincent, entraîneur national à l'époque des équipes de France, femme A. Hein, j'ai dit à Thomas, alors, ton père qui est entraîneur national, comment ça se passe, toi, quand tu rentres le soir chez toi Et il me dit, mais écoute, Virginie, moi, quand je rentre le soir, on ne parle pas basket, en fait. Donc, après les matchs, on ne parle pas basket. Et je lui dis, mais… il me dit, la seule condition qui fait qu'on parle basket, c'est moi qui demande à mon père d'aller parler de mon match. Et à aucun moment, il vient me parler de mon match si je ne lui demande pas. Donc, voilà, ce qui était intéressant dans cette anecdote, hein, c'est qu'en effet, le parent expert peut se permettre, j'ai envie de dire, d'intervenir sur le match qu'il a vu uniquement si l'enfant le demande. Et ça, c'est hyper important. Et après, notre rôle, il est assez simple. Hein. Même si on se pense spécialiste de l'activité, la seule chose qu'on a à fournir à notre enfant, c'est de l'amour et de l'affection et pas arriver alors, voilà ce que tu as fait de ton match, qu'est-ce que tu as passé de ton match. On n'a pas envie d'en parler, on n'en parle pas en fait. Donc, je sais que ce n'est pas simple hein, en tant que parent hein, et spécialiste de revenir d'aller débriefer pendant 2 heures de route parce que vous êtes allé jouer à Saint-Jean-de-Maurienne et qu'il y a 2 heures de route pour rentrer. Mais on peut parler d'autres choses aussi avec son enfant. Mais en tout cas, c'est important que l'enfant demande. Donc voilà, cette anecdote-là, j'avance parce que j'aimerais en tout cas, peut-être pas trop exploser les temps. Il montre en fait un parent dans la natation où son enfant, il est super enthousiaste de sa performance. Et puis à un moment donné, l'enfant, il tend une perche à son père pour lui demander son avis sur ce qu'il a fait. Et puis là, le parent, il déballe. Ah oui, en effet, c'est vrai, les virages, c'était pas parfait, etc. Et puis le gamin, il est passé d'un état joyeux à triste. Et c'est pour ça que c'est difficile le double rôle, d'aller se prendre, de switcher de parent à entraîneur et d'avoir un avis sur la pratique. Si l'enfant le demande pas, j'ai envie de dire, et même s'il le demande, j'ai envie de dire jusqu'où on peut aller. C'est pas simple. C'est pas simple. Du coup, j'essaie de répondre à cette question du parent spécialiste. Hein, plutôt, aimer son enfant et deux, parler du match à la condition que l'enfant le demande expressément. Voilà. Parce que c'est difficile à gérer. Bon, je voulais faire une petite parenthèse sur l'implication des filles. Ce n'est pas mon côté féministe qui ressort, mais en effet, les freins à la pratique des filles renvoient aussi que les parents peut-être s'investissent pas assez quand leur enfant est une fille. Hein, questionnent en effet aussi souvent la qualité de l'encadrement qui est fourni aux filles et la question des stéréotypes qui peut aussi réduire en tout cas l'implication des parents dans la pratique des filles. Donc voilà. On a un guide des parents que je vous enverrai, François, que vous diffuserez avec le PowerPoint avec plaisir, hein, qui est un document d'une dizaine de pages. Et je vous invite en tout cas à pouvoir avancer là-dessus. Il y a une question, François, j'ai vu que ça a émergé un peu. Oui, notamment la dernière, là, sur forcément ce qu'on rencontre, hein, notamment dans plein d'associations, c'est-à-dire qu'on a besoin de bonne volonté et au travers un peu des personnes, et notamment quand ils ont été souvent joueurs par le passé, on essaye de les impliquer à être soit simplement le coach le week-end, parce qu'on a besoin de personnes pour accompagner les équipes, et bon, forcément, ils le font très souvent sur les équipes de leurs enfants, et ça peut aller plus loin, c'est-à-dire qu'ils peuvent être même l'entraîneur et le coach le week-end. Comment appréhender cette situation-là? Parce que je pense que là, il y en a un certain nombre, peut-être même d'entre nous là, qui sont présents aujourd'hui, à qui c'est arrivé, on va dire. Ouais, alors c'est ce qui beaucoup arrivait dans le tennis à une époque aussi, hein, et toujours. Hein. Et bon, après, moi, j'entraîne aussi les petits de mon village parce qu'il y a mes enfants et que c'est une opportunité pour passer du temps avec eux. Hein. C'est toute la capacité, en effet, à dire, voilà, sur les temps de match, je coach, donc je ne suis plus ton parent, entre guillemets, même si je ne pense pas trop changer en tant que parent ou entraîneuse, en fait. Hein. Et puis après, on en revient toujours à la question c'est un dilemme. Moi, je pense que tant qu'il y a du questionnement auprès de l'enfant et qu'il y a de la communication sur ce qu'il ressent et ce que vous avez ressenti, l'essentiel, il est là, en fait.
et dire et lui expliquer, bah là, voilà, maintenant le match est terminé, on est rentré à la maison, je suis le rôle de parent, et on n'est pas obligé de faire le brief et le débrief des matchs si c'est pas demandé en fait. Mais c'est un rôle qui est pas simple, hein. Questionner, mettre de la communication sur ce que vous ressentez, sur ce que l'enfant ressent. Déjà, là, ça permettra de lever un certain nombre d'incompréhensions. Et après, bon, il y aura toujours des moments un peu compliqués à vivre, hein, parce qu'on se met en challenge, hein, on se met dans une situation de pression avec son enfant où on le coach, où il y a des points, machin, etc. Donc, il faut apprendre à gérer encore plus ses émotions. Donc, j'entends bien, et en effet, qu'il y ait beaucoup de parents spécialistes de l'activité qui s'investissent, du coup, et du coup, qui coachent les catégories un peu en dessous, quoi. Enfin, les catégories jeunes, où il y a beaucoup de parents qui coachent. C'est pas simple, hein. J'ai pas dit que c'était simple, la question des parents. Ça prend de l'énergie, et je pense que dès qu'on questionne son enfant sur ce qu'il ressent, est-ce qu'il a envie de discuter du match, bah déjà, c'est la première étape que d'arriver, de se poser à côté de son enfant. Bah oui, là c'était bien, tu as pris un bon tir, là, tu as bien défendu. Mais même si c'est positif, je trouve que ça nous fait rentrer dans un rôle d'entraîneur de manière systématique, et que c'est pas top, quoi. J'enchaîne sur l'entraîneur, parce que du coup, Ouais, ouais, bien sûr. je vais avancer. Après, on fait du coup les questions au fil, mais après, j'ai une petite partie en tout cas sur l'entraîneur et qui reprend des choses qu'on a déjà abordées. Donc là, je vous partagerai des lectures. Mais ça, j'ai envie de dire, on va retrouver pas mal de choses qu'on a déjà vues, hein, sur la relation entraîneur-entraîné, à la recherche du bon équilibre, sur la relation à l'autre et sur la capacité à communiquer, hein. Donc, évidemment, on a tous un certain nombre regardé The Last Dance avec Phil Jackson, hein. En tout cas, moi, j'ai eu la chance avec toi, François, de vivre de l'intérieur la capacité à Pierre à comprendre les gens et à les accompagner. Et donc, du coup, sur cette relation entraîneur-entraîné, alors ça fait un peu le lien, mais ça peut être, en effet, alors ça dépend aussi des niveaux, mais c'est devenu en effet un métier multiple. Je vous apprends rien. Donc, vous devez à la fois manager, à la fois communiquer, à la fois rechercher des sponsors, à la fois créer du lien, structurer un club pour certains niveaux. Ce qui nécessite des compétences variées et qui nécessite de pouvoir avoir plusieurs casquettes, mais pour autant, vous allez être évalué sur votre capacité à faire de la performance, hein, c'est assez simple que ça, hein, avec une exposition. Moi, souvent, quand je vais voir un match de basket et je regarde les entraîneurs, j'ai des fois l'impression de voir une pièce de théâtre, en fait, parce que c'est difficile des fois pour les entraîneurs de gérer leurs émotions et la volonté dans leur manière d'être, de questionner ce qu'ils veulent mettre en avant. Ce qui se passe en fait sur la question de la gestion des émotions pour les parents, c'est la même pour les entraîneurs. Et d'ailleurs, pour refaire le parallèle avec Pierre, il avait une capacité en tout cas à gérer amplement ses émotions et être capable du coup de ne pas transmettre son stress et d'être plutôt calme dans les moments où il y avait la tempête, où il y avait des temps faibles à gérer. Donc voilà, la question de gérer ses émotions, de questionner ses choix, de prendre des responsabilités, faire attention de la réaction à chaud fait qu'on peut se mettre, cette exposition psychologique peut être difficile à gérer. Voilà, le match est terminé, je sais que si je vais à la buvette, je vais avoir des retours sur le match. Il faut que je m'y prépare en tant qu'entraîneur et que je réfléchisse quelle posture adopter et peut-être d'ailleurs pas répondre tout azimut, mais y aller de manière plutôt calme et posée. Et tout ce qui entraîne en effet cette visibilité publique, hein, où les parents peuvent être présents sur mes entraînements, en tout cas justifier des fois ce que je mets en place, je peux être questionnée sur ce que je mets en place. Et quoi qu'il en soit, l'entraîneur, malgré tout, est une référence majeure de la jeune athlète. J'ai envie de dire, autant à l'école, l'instit, il a, comment dire, il a moins droit à la dureté envers l'enfant, alors que j'ai l'impression que dans le monde sportif, elle est plus acceptable ou acceptée. Et des fois, ça me questionne un peu, hein, des fois sur les relations un peu directives et dures que peuvent avoir les entraîneurs avec les jeunes enfants. Mais la ligne de conduite, qu'elle soit en tant que parent ou en tant qu'entraîneur, c'est la capacité à écouter l'autre, à s'écouter déjà, à écouter l'autre et à pouvoir en effet questionner nos athlètes en fait. Et en effet, ça prend du temps d'aller demander aux gens ce qu'ils pensent et ce qu'ils ressentent, etc. Mais en fait, c'est du temps de gagner par la suite parce que vous allez encore améliorer peut-être la compréhension de ce joueur pour le rendre encore meilleur.
Du coup, en tant qu'entraîneur, moi, la première question que je me pose, hein, pour entraîner modestement, en tout cas mes U7 ou même à d'autres niveaux, c'est quelles sont mes valeurs en fait? Qu'est-ce qui est fort pour moi dans ce rôle-là d'entraîner? Quels sont mes objectifs? Quand j'entraîne une équipe, j'accompagne un collectif, quel objectif j'y mets moi? Quelle intention j'y mets? Et ça, c'est important pour moi. Moi, je le note et j'essaie de clarifier. Et quelles sont les raisons de mon engagement? Et du coup, il est clair que mes valeurs et les objectifs que je mets dans ma capacité à vouloir entraîner va retranscrire mes attitudes et la qualité de ma relation entraîneur-entraîné. Donc voilà, ce questionnement, il est important à avoir parce que ça me permet de pouvoir être le plus juste possible dans mes savoir-être avec les autres. Il y a une question où j'avance, François? Je suis en train d'exploser ton temps de… Il y avait une question là concernant le rôle de toujours parent-entraîneur sur notamment comment l'enfant peut-être peut vivre la situation et l'analyser parce que on peut taxer à ce moment-là l'entraîneur qui est le parent de favoritisme ou au contraire voir de temps en temps même des comportements où l'entraîneur ou le parent est beaucoup plus exigeant peut-être même envers son enfant. Bon, et je pense que c'est vrai que là, tu as abordé sur le thème sur les valeurs de l'entraîneur. Je pense que moi, une des questions, parce que ça m'est arrivé aussi, c'était de me questionner, mais pourquoi accompagner cette équipe? Pourquoi le faire? Est-ce qu'il y avait une raison valable? Si ce n'est que simplement, c'était de mettre en valeur son enfant. Et là, je pense que ça peut être se dire, bah, au contraire, il faudrait que je me mette en retrait, quoi. Donc, Ouais, et puis j'ai envie de dire en toute humilité, quand bien même ça arrive, du coup, vous entraînez votre enfant et qu'il y a des perceptions de favoritisme, je pense que ça peut être intéressant aussi d'aller questionner 2, 3 personnes de confiance de votre club qui peut-être attentif à cela et après on en discute en fait. Donc voilà, j'ai envie de dire, et à un moment donné, en effet, il faut accepter que dans les choix qu'on peut faire en tant qu'entraîneur, entraîneuse, il y a des comportements qui peuvent être perçus comme du favoritisme. Mais à l'inverse, moi, c'est ce qui m'a souvent gêné, c'est d'être plus dur et d'avoir des attentes plus élevées envers son enfant, alors que c'est un joueur parmi tant d'autres, quoi. Donc, on en revient continuellement à cette question de la capacité à pouvoir questionner et identifier des personnes dans son club, ben voilà, pour avoir des retours. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses en effet que je suis too much ou alors je favorise mon enfant dans le club? Et voilà, c'est pas simple à gérer. Du coup, comme tu dis, c'est questionner pourquoi je m'implique, moi, en tant qu'entraîneur. J'enchaîne, François? ouais. On revient du coup un peu aux ressources mentales, tout un chacun, en fait, hein, j'ai envie de dire, de l'entraîneur. On parle beaucoup des habiletés mentales des athlètes, mais on peut aussi pas mal se questionner dans les formations sur les ressources mentales des entraîneurs, hein, qui doit avoir la capacité à se concentrer sur l'ici et maintenant et gérer cette concentration-là, même s'il y a -20 ou +20, en tout cas, de ne pas être impacté par ça. Bon, vous l'avez bien compris que la gestion des émotions, de toute façon, c'est notre fil conducteur, hein. C'est une habileté de vie, la gestion des émotions, c'est-à-dire que c'est la capacité à identifier, comprendre et réguler ce qu'on ressent, mais c'est tout autant utile, encore plus dans le quotidien qu'on vit actuellement, dans la vie de tous les jours que dans le monde du sport, où la compétition, en fait, est une simulation de situations stressantes, hein, pour faire assez simple. C'est la capacité aussi à donner des messages clairs, à communiquer. Et je pense que c'est la pierre angulaire de la relation entraîneur-entraîné, permettre à chacun de trouver sa place, à l'accompagner dans son projet, à transmettre de l'enthousiasme, à avoir des objectifs, à manager un staff, ce qui n'est pas simple, à questionner son assistant si vous avez un assistant, à questionner le préparateur physique, à apporter de la reconnaissance. Et surtout, vous le savez très bien que quand on a vécu un match et qu'on a réalisé un match, c'est-à-dire quoi là, il y a un temps où je pense au match et je me fais un débrief, et après je me débranche le cerveau et j'arrête de ruminer, de me refaire 150 fois le match, et de me retrouver et de penser sans cesse à tiens, lui ou elle a répondu de cette manière-là, est-ce que j'aurais pu faire différemment? Et c'est la capacité à s'aérer, à se ressourcer, à être questionné un peu dans sa pratique. Du coup, en tout cas, moi, il y a quelque chose qui m'anime au quotidien, et peut-être vous le connaissez ou pas, hein, c'est les accords Toltec, hein, qui sont une manière d'appréhender sereinement et sainement le monde. On est tout le temps aux prises, en fait, de nos représentations, de nos… Il y a une sorte d'écho, je ne sais pas si tu arrives à éteindre. Ouais, je vais regarder s'il y a quelqu'un qui peut C'est pas éteindre grave. son micro. Il
c'est les 4 accords Toltec, alors qui sont une grille de lecture intéressante. C'est-à-dire que comment ne pas être prise de représentation ou de on-dit qu'on peut avoir sur une autre personne, qui fait que si je m'appuie sur ces représentations ou ces distorsions d'informations, je ne vais pas me comporter de manière juste. Il est important en effet de parler avec intégrité et de pas et d'avoir une parole impeccable et authentique, et ça renvoie à vos valeurs aussi, de pouvoir vous exprimer sans être influencé. Je vous invite à lire ou à regarder 2-3 vidéos sur les accords Toltec qui sont plutôt riches, d'avoir une parole juste en fait. Et des fois, bon, qui dit parole juste, dit pas forcément parole plaisante, plutôt que de parler de façon intègre. Alors, ce que je vais vous présenter, c'est assez simple, hein. Vous pouvez dire, en effet, c'est des choses qui sont assez basiques, mais c'est une posture qui va vous permettre de prendre de la distance un peu sur tout ce qui peut se passer en termes de réaction et autour des personnes que vous pouvez entraîner. Ne pas réagir de façon personnelle à un comportement, à ce que disent les gens ou à ce que peuvent penser les gens. Ah, il y a machin qui m'a dit que, ou alors lui, il n'est pas content parce qu'il trouve que tu ne te fais pas assez jouer. Ne pas le prendre de façon personnelle, alors c'est pas simple, hein, mais attention de pas se faire influencer par des… Voilà, ne pas prendre les choses pour soi de façon personnelle, arriver à les questionner et prendre de la distance. Ne faire aucune supposition, en fait. Ayez le courage d'aller poser des questions, d'aller exprimer ce que vous ressentez, d'aller exprimer vos besoins, d'aller les questionner, de communiquer clairement aux autres ce que vous avez besoin, ce que vous avez ressenti. Alors, c'est pas facile, on est dans une culture française où exprimer ce qu'on ressent n'est pas évidente ou n'est culturellement pas habituel, j'ai envie de dire, même si j'ai l'impression quand même que les générations nouvelles par rapport à mes parents ou à mes grands-parents, exprimer ce qu'on ressent est quand même un peu plus aisé, j'ai envie de dire. Attention de ne pas faire des suppositions sur les uns et les autres. Ça va vous permettre après plutôt d'être léger, d'être soulagé dans votre vie. Vous allez voir quand vous suivez en tout cas ces grilles de lecture. Et puis après, voilà, on est tous agis par le fait de pouvoir faire de notre mieux et de pouvoir avancer petit à petit. Assez vite parce qu'on pourrait discuter à un certain moment très longuement sur ces… Mais je trouve que c'est des grilles de lecture accessibles qui, si ça vous intéresse, d'aller creuser plus loin. On va pas rester longtemps sur le triangle dramatique de Kerpan. C'est des jeux de rôle psychologiques. Ouais, Virginie. Ouais. Ouais, une question en fait qui ressort de là, mais nous c'est souvent des questionnements qu'on a d'entraîneurs en formation au travers de certaines fois en fait ils réagissent parce que en fait ils n'ont pas la solution et de dire qu'à un moment donné nous aussi on s'est trouvé en difficulté pour apporter une solution à l'équipe ou aux jeunes ou ainsi de suite, ou d'avoir le temps de réflexion ou d'aller questionner. Est-ce que c'est si facile que ça à faire? Et en tout cas, ça nous place, c'est un petit peu le retour en fait des gens. Ils ont l'impression, en ne donnant pas de solution ou en ne réagissant pas, que on va les mettre dans une situation où ils sont pas des personnes de savoir, donc ils sont pas de qualité et ainsi de suite, quoi. Ouais, c'est une bonne remarque. J'ai 2 réponses à te donner. Moi, en toute humilité, il m'arrive régulièrement de dire à mes étudiants, je ne sais pas quoi, tu vois, on ne sait pas tout en fait. Et à un moment donné, ok, j'ai fait une erreur. Alors après, c'est pas facile à dire, hein, mais on peut pas. Ça arrive de ne pas tout savoir. Et puis d'ailleurs, à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, le savoir, il est partout, et parce qu'avec Internet et toutes les informations qu'on peut avoir, et nous, notre rôle, c'est plutôt d'apporter de la méthode par rapport aux connaissances, en fait. Et j'ai envie de dire, des fois, voilà, dans cette situation, moi, je ne savais pas. Alors après, ce qui est gênant, c'est que quand je ne sais pas, les gens vous renvoient vers de l'incompétence. Tiens, elle ne sait pas, elle est nulle, quoi, en fait. Il y a du jugement et elle n'est pas capable, etc. Moi, je me rappelle aussi, ça me fait un peu le lien avec, en termes de posture, hein, et j'aime bien prendre cet exemple-là. Je suis désolée, je cite beaucoup mon ami Pierre Vincent, notre ami en tout cas François, mais moi je me rappelle souvent quand je suis allée à Skio une fois le voir, et quand il était à Lasvel du coup avec les pros garçons. Ah ouais, mais il gueule pas sur les gens, ça veut dire qu'il sait pas faire, il n'a pas de charisme, il va pas arriver à les manager. Voilà, c'est tous ces comportements-là où en fait, quand je gueule pas, quand je sais pas, on me dit que je suis pas compétent en fait et que je sais pas faire. Et alors que pour moi, c'est bon, quand je gueule pas, c'est une bonne modalité pédagogique, mais des fois ça peut… Ok, je sais pas, en tout cas, j'ai pas su faire à ce moment-là. Et voilà, je pense qu'en toute humilité, on ne sait pas tout faire tout le temps. Pourquoi? Et je sais que en tout cas
c'est pas facile à dire peut-être pour certains par rapport à leur ego et leur personne, mais voilà, je pense qu'il faut le dire. Voilà, je sais pas trop si j'ai répondu un peu à ta question, François, mais des fois, en effet, on peut mal se comporter ou alors faire des erreurs de management, et je pense qu'on en fera tout le temps, en fait, hein, des erreurs sur les matchs. Hein, donc, j'en apprends et je ferai différemment la prochaine fois. Non, je pense que enfin, en tout cas, moi, c'est aussi un comportement qu'on essaie d'adopter, d'avoir forcément privilégié ce temps de questionnement et puis ce temps de réflexion de temps en temps, parce que on est là tous ensemble, en fait, un petit peu dans le même bateau pour essayer d'avancer ensemble, et que on a le droit d'être poussés, nous, dans nos retranchements aussi, de nous questionner, mais on a aussi, nous, le droit, à un moment donné, d'aller questionner les enfants ou les jeunes sur leur façon d'agir sur le match, et que nous, ce qu'on attend, c'est que ils transforment les choses. Et Ouais. c'est pas que tout de suite sur le moment. De temps en temps, malheureusement, on est confronté à plus fort que soi, et c'est ce qui doit nous permettre de nous mobiliser pour encore avancer, quoi. Tout à fait. Cette semaine, en discutant avec un cycliste pro, il me dit, mais c'est vrai que nous, on est toujours évalués et le staff est peut-être dans les équipes pro et pas tout le temps évalué. Ça renvoie au fait, en effet, sur la capacité qu'on peut avoir. On est toujours dans l'évaluation peut-être des athlètes, mais nous aussi, ça peut être intéressant qu'on se questionne sur notre pratique et qu'en toute humilité, les athlètes sont pas parfaits. Et puis nous aussi, hein, modestement, on n'est pas parfaits dans notre manière d'être. Et je pense qu'en questionnant l'environnement, ça va nous permettre d'être meilleurs. Et ça renvoie, du coup, ça me permet de faire le lien avec une autre grille de lecture qui est la communication non violente, hein, qui est une modalité pédagogique plutôt intéressante où je prends du temps en fait pour observer la situation, où je prends du temps pour voir ce que je ressens en fait. Voilà la situation, voilà ce que je ressens, et dans ce contexte-là, voilà ce que j'ai besoin et voilà ce que je vais demander. Donc je ne vais pas rester longtemps sur la CNV parce je vais terminer par les derniers travaux des anglo-saxons sur la relation entraîneur-entraîné. Mais je trouve que cette démarche-là, allez lire un peu, il y a plein de vidéos maintenant sur la communication non violente, c'est voilà ce qui se passe. J'ai reçu un retour d'information plutôt violent et piquant d'un parent en tant qu'entraîneur. Est-ce qu'il faut que je réponde de manière aussi violente que son propos, parce qu'il a été blessant en fait? J'observe, qu'est-ce que je ressens? J'ai besoin en effet peut-être que quand tu t'adresses à moi, que tu t'adresses pas sur le coup d'émotion, et on reprendra le temps de discuter quand tu seras moins en colère et quand tu auras digéré peut-être l'aspect émotionnel du match. Donc voilà, c'est arriver à prendre du recul et à souffler, parce qu'on est exposé en tant qu'entraîneur. C'est le jeu, hein. Sinon on change de rôle, hein, mais on le sait. Il ne faut pas par contre le nier, hein, j'ai envie de dire, ou le refuser, cette exposition-là. Derrière, c'est comment je la gère pour mon bien-être, pour accompagner du mieux possible les personnes que j'ai. Juste une petite anecdote là-dessus, je me permets, Virginie, c'était Tim Duncan qui racontait un moment, on va dire, qui était resté gravé entre lui et puis Greg Popovich, où une fois sur un match, en fait, Tim Duncan rate le contrôle d'un rebond, en fait, hein, et donc l'équipe adverse s'en fait le chou gras et marque, et ainsi de suite, et donc il y a temps mort, et il revient sur le banc, et Greg Popovich, l'incendie de bêtises, mais vraiment catastrophique. Et puis Tim Duncan, en fait, reste très très stoïque, et puis à la fin du temps mort, en fait, il passe à côté de Greg Popovich, et puis il va lui dire merci coach, en fait, de tous ces encouragements, et je te remercie de m'avoir donné des conseils. Et là, c'est Greg Popovich qui disait que il s'était rendu compte à ce moment-là, en fait, que il lui avait pas du tout rendu service, quoi, et que il avait réagi simplement, alors que c'était pas de ça qu'avait besoin Tim Duncan, en fait, à ce moment-là, parce qu'il s'était rendu compte aussi qu'il avait échoué, on va dire, sur un truc, quoi. Et c'était marrant, c'est que cette complicité s'est créée entre eux, parce que Tim Duncan s'était permis d'aller lui donner un mot, voilà, sur ce que lui a ressenti, en fait, de la situation, quoi. Mais là où tu as raison, François, c'est dans ce que tu soulignes, hein, c'est la relation entraîneur-entraîné, elle se fait à deux. Moi, j'entends souvent dire des athlètes, ouais, mon entraîneur, je résume de façon caricaturale, il est méchant, il m'écoute pas, etc. Mais ou j'ai pas ci, j'ai pas ça. Je dis attends, ok, certes, il fait peut-être pas ça, pas bien, mais est-ce que tu as trouvé le moyen de lui dire et de pouvoir entretenir, c'est 50-50 la communication. Donc, tu as aussi ton pas à faire, de la même manière que l'entraîneur doit faire un pas. Mais comment tu peux en effet avancer là-dessus et participer à
Alors, en effet, je pense à Phil Jackson, à Greg Popovich, ces entraîneurs-là, de par leur bilan de carrière, j'ai envie de dire, ont permis de souligner peut-être leur humilité. C'est quand même ça qui, quand même, et de dire, ouais, là, j'ai déconné, là, j'ai été con, là, j'ai mal fait, et comment j'ai pu accompagner mes sportifs. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a autant de droit à l'erreur que nos athlètes. Après, il y a des façons de le faire et pouvoir accompagner. Il a évolué, Greg Popovich, de la même manière que Tony Parker, il en parle aussi pas mal dans sa carrière. Je vais conclure là-dessus parce qu'il faut finir à 10h pile, François, parce que déjà, je suis en retard. Je termine, dernière ligne droite sur… les Anglais se sont beaucoup intéressés et ont régulièrement analysé la relation entraîneur-entraîné. Alors, ça ne veut pas dire que je veux être anglaise, mais ils ont vraiment un temps d'avance sur nous. Sophia Jowett a énormément travaillé avec les athlètes olympiques et de haut niveau. Elle a essayé de sortir un modèle qui est plutôt intéressant sur comment identifier cette qualité de relation, comment je la mesure. Donc, il existe un questionnaire, hein, mais on peut s'en servir voilà. Est-ce que j'ai confiance à mon entraîneur? Est-ce que j'apprécie qu'il s'engage? Parce que souvent, les entraîneurs et les entraîneuses disent, bah ouais, mon athlète, il s'engage pas, en fait. Mais toi, en tant qu'entraîneur, qu'est-ce qui fait que tu t'engages? Est-ce que tu es présent? Est-ce que tu es à l'écoute? Est-ce que quand l'entraînement est fini, tu rentres chez toi tout de suite? Voilà. Comment il se mesure ton engagement? C'est important de le questionner. Dans la relation de proximité, on va pas se mentir, c'est une relation affective, la relation entraîneur-entraîné. Donc voilà, est-ce qu'il y a de la confiance? Est-ce qu'il y a du respect? Est-ce que, en tout cas, est-ce qu'il y a une idée de complémentarité? C'est ce que tu disais, en fait, François. Comment il s'appelle? Popovich réagit de cette façon-là. Du coup, derrière, Tim Duncan réagit et le questionne, et pour pouvoir un peu, après, plus tard, arriver à collaborer de façon pertinente. Et la pierre angulaire qui est intéressante, c'est la question de la co-orientation. Alors, c'est intéressant, voilà, d'aller… On en revient toujours à la même chose, hein. Moi, c'est questionner, écouter, écouter, questionner. Par contre, c'est à moi de décider. Mais le fait de questionner les athlètes sur leur façon de faire, sur leurs objectifs, sur leur motivation, questionner mon enfant aussi, on fait un peu le lien avec les parents, permet en tout cas d'y voir plus clair pour pouvoir décider. Ça ne veut pas dire faire souvent, quand Pierre il interrogeait pour les joueuses, je me rappelle, hein, alors je partage une anecdote, mais les joueuses, elles disaient, bah ouais, mais s'il nous questionne, c'est qu'il ne sait pas, en fait. Non, non, s'il te questionne, c'est qu'il veut te connaître pour pouvoir t'accompagner du mieux possible. Et ces représentations-là, en fait, de l'entraîneur qui ne crie pas, de l'entraîneur qui questionne, même si ça bouge, mais ça met un moment à bouger quand même, je trouve. Elles sont perçues comme des aveux de faiblesse, en fait. Donc voilà, c'est cette idée-là de co-orientation. Je vous laisserai, j'ai mis beaucoup de documents, en tout cas, vous prendrez le temps de les lire. Comment être une personne fiable, cohérente, pas facile hein, dans le monde pro, hein. Honorer ses promesses, être honnête, exprimer ce qu'on ressent. On en parlait tout à l'heure, François. Hein. Je peux avoir mal fait des choses. Hein. Remarquer les bonnes choses. Hein. En effet, on sait que en tant que Français, on passe notre temps à râler, donc essayer de voir ce qui se passe bien. Comment s'engager, comment finalement impliquer la personne dans ce processus de relation entraîneur-entraîné. Voilà, écouter ses athlètes, apprendre de nos athlètes. Moi, j'ai énormément appris des personnes qu'on encadre et auprès qu'on enseigne. En fait, c'est important. L'idée de complémentarité, on ne va pas y revenir dessus. Et je terminerai juste avec, parce qu'on aurait pu faire 5 heures, je pense, sur les entraîneurs. Hein. C'est pour ça que j'ai un peu balayé les thématiques pour que vous puissiez plus tard peut-être les approfondir, vous. C'est qu'est-ce que je peux faire en sorte pour la personne que j'entraîne ou mon enfant que j'aime pour qu'il se sente compétent, en fait, se sente efficace. Qu'est-ce que je peux faire aussi pour nourrir le sentiment d'autonomie? C'est pas pour faire en sorte que mes sportifs se sentent à l'origine, les questionner sur le projet de jeu, les questionner sur les contenus à l'entraînement. Je pense qu'ils sont aussi intelligents que nous pour se rendre compte que sur un match, il n'y a pas eu d'engagement physique et qu'on a peut-être besoin de travail physique. Ça, c'est pas la dominance de l'entraîneur de se rendre compte de ces faillances-là. Et comment nourrir cette capacité à rester connecté, en effet, entraîneur-entraîné, mais entraîneur et le groupe, et les membres à l'intérieur du groupe. Donc voilà, j'en ai surtout fini pour ma présentation. Après, moi, je suis bien disponible pour répondre à des questions sur ces points-là. Oui, on va pouvoir inviter là, les personnes qui sont avec nous, si vous voulez, à ouvrir les micros et pouvoir poser la question à Virginie. Juste concernant là, une des thématiques que tu as abordées très rapidement à la fin, l'engagement. Nous, il y a un coach qui s'appelle Émeric Delsart, qui avait officié sur le Standard de Brest en Pro B, qui a fait une intervention il y a
sur le premier confinement. Ouais, voilà, ça devient presque même des moments références, on va dire, dans notre vie. Je suis désolé, hein. Mais il avait fait une visio là-dessus, donc vous pouvez retrouver sur la Brace Basketball Coach, voilà, parce qu'elle avait été enregistrée. Voilà. Je vous invite à ouvrir vos micros pour interagir avec Virginie. Pas de questions en direct? Même de l'expert des Spurs? Si, moi j'ai une question. Allez-y, allez-y. Moi j'entraîne plein de catégories, mais là le problème s'est posé avec des. Alors c'était quand? Si c'était des U13, avec une maman en fait qui faisait que des commentaires négatifs, mais par mail. En fait, je la voyais jamais. Je la voyais pas et elle envoyait ça directement au président de mon club en fait. Et elle s'adressait même pas à moi directement. Et du coup, et en plus avec son conjoint, ils sont pas séparés, ils avaient pas du tout la même vision quoi. Donc comment on gère ce genre de parents qu'on voit pas en fait et ils jugent quelque chose au final qu'ils voient pas et de ce que je sais le petit il se plaignait pas en plus quoi. Donc, c'est par rapport à votre attitude et votre manière d'entraîner, j'imagine. Non, en fait ce qui s'est passé c'est en fait l'enfant on l'a pas vu aux entraînements pendant une semaine sans raison alors que j'ai essayé de prendre contact pour savoir pourquoi il était plus là etc. Et comme c'est une équipe assez nombreuse, enfin où les enfants sont nombreux, en fait j'ai envoyé un message aux parents en disant voilà moi j'ai pas de réponse, pour ce week-end je préfère pas le faire jouer parce que il a pas fait les entraînements de la semaine et voilà. Et en fait la maman elle a complètement pété un câble par mail auprès du président en disant que je les entraînais comme des pros. Enfin je me suis fait incendier quoi. Après le président a super bien géré la situation, mais comment moi en tant que parce qu'après je vais être certainement amené à la recroiser etc. Bon, là, il y a eu le Covid et tout, donc je les ai pas vus depuis une éternité, mais comment on gère des parents qu'on voit pas, qui comprennent pas nos réactions, etc. quoi. Alors, si j'ai bien compris, c'est dans un contexte, entre guillemets, de sélection après le week-end ou de composition d'équipe, en fait, c'est ça? Après, par la C'est suite. ça, en fait. C'est ça, c'est le fait qu'elle a eu l'impression que, ce qu'elle disait, c'est que je les gérais. Dans le mail, elle mettait ils sont pas en équipe de France, quoi. Déjà, c'est toujours compliqué pour moi, je trouve, de fonctionner par les mails, en fait, par les SMS et les WhatsApp. En tout cas, c'est pas un mode de communication que moi j'installe parce que, en fait, il n'y a pas cette fibre émotionnelle, j'ai envie de dire, qu'on peut avoir, la tonalité, et en fonction, en effet, j'ai envie de dire, des personnalités, des difficultés personnelles de chacun, ça peut être mal interprété, en fait. Donc, ce n'est pas un mode de communication pour moi qui est privilégié, ou alors, s'il l'est, c'est pour donner des informations très factuelles l'heure du départ du match, qui, en effet, du coup, est utile. WhatsApp est très utile pour ça et touche très rapidement. Après, sur des sujets sensibles de ça, alors après, si elle ne veut pas vous répondre au téléphone, on ne peut pas faire mieux non plus. On ne va pas se déplacer chez les gens. Hein, donc voilà, si elle ne répond pas, c'est mieux de prendre le téléphone pour un peu clarifier ses incompréhensions. Et après, on ne peut pas sauver tout le monde. Hein. Ça, je parlais des jeux psychologiques tout à l'heure. Si vous pensez avoir fait votre job et que ça n'a pas été compris, et si le père, lui, trouve que vous avez donné la bonne information, ben voilà, donc d'ailleurs, on n'a pas abordé ce sujet, on aurait pu l'aborder rapidement, mais les différences de comportement entre les deux parents, en fait. Il y a souvent d'ailleurs un qui est effréné, puis un qui est plutôt calme, ou les deux qui sont plutôt effrénés. Donc voilà, mais c'est souvent le parent le plus effréné qui a le plus d'influence. C'était juste pour faire une parenthèse des fois. Mais après, je reste persuadée, pour revenir sur les parents, pour l'avoir vécu avec les interventions avec Noémie, au début, j'avais quand même un a priori que ça allait être compliqué d'intervenir avec les parents et qu'on allait avoir du mal à les faire bouger. Et je me suis quand même rendu compte qu'il n'y a que 5% des parents qu'on n'arriverait pas à gérer parce que dans leur personne et leur personnalité et leur torturation, j'ai envie de dire, dans leur tête, qui font qu'on n'arrivera pas à les convaincre de nos perspectives, j'ai envie de dire. Mais la plupart des parents, quand même, si on arrive à instaurer un lien de communication qui est installé dès le début d'année, en fait, ça marche plutôt bien, en fait. Donc voilà, ce n'est pas les parents d'il y a 60 ans qui mettaient vos gamins, d'ailleurs, il n'y avait pas de gymnase, hein, on jouait dehors, mais qui vous mettaient les gamins, voilà, on est passé, je ne vous apprends rien, de l'enfant soumis à l'enfant roi.
Pour autant, c'est important d'avoir des règles et du cadre pour accompagner les enfants et les parents. Et les parents sont des acteurs à part entière de l'influence de la pratique de leur enfant, donc il faut fonctionner avec. Il ne faut pas fermer ni des gymnases ni des piscines, hein, rien quoi. Ils sont là. Et par contre, voilà, ça va vous coûter de l'énergie de les accompagner, de mieux les comprendre et de leur donner des outils. Ok, merci. J'ai pas de bonne réponse. Un petit retour. Ouais, je disais, nous, juste un petit retour par rapport à des situations qu'on vit là de façon très récurrente, notamment sur les sélections, que ce soit départementales, régionales ou France. Nous, on communique en fait avant les règles du jeu. Et là, peut-être dans le cas, nous aussi, d'entraînement en club, voilà, de dire que quand il y a une équipe qui est composée de 12 joueurs et où il va falloir faire des choix tous les week-ends pour savoir qui va jouer, de donner les règles. Soit c'est une rotation qui est organisée, soit c'est de dire, voilà, quand de toute façon vous ratez un ou les entraînements de la semaine, voilà, vous ne figurerez pas sur la feuille de match. Ça va pas enlever de temps en temps la colère des gens en face, mais ils vont avoir, on va dire, un cadre sur lequel ils vont dire, oui, mais on était au courant, quoi. Et je pense que ça, de poser les règles dès le départ, ça permet, on va dire, d'appréhender un certain nombre de situations. Ça ne veut pas dire que ça sera facile à gérer quand même. Non, mais c'est sûr. Après, la question, c'est la question de la disponibilité. À partir du moment aussi, l'entraîneuse, quand il rentre dans le gymnase, il faut être disponible. Si on veut écouter et questionner, il faut être disponible. On ne peut pas passer du temps, rentrer dans le gymnase, répondre à des… Et c'est comme quand moi je rentre en cours, je ne peux pas envoyer un texto, quoi. Je ne peux pas aller reprocher aux… Si j'ai besoin de rentrer en lien, il faut aussi que… C'est une petite parenthèse que je trouve que beaucoup de nos jeunes, quand ils entraînent, ils se réfugient là-dedans au lieu d'échanger avec les parents. C'est un vaste débat, on pourra en débattre pendant un certain moment. Mais voilà, je rentre dans le gymnase, je suis l'entraîneur, l'entraînement va commencer dans 10 minutes, je dois me rendre disponible à les questionner. Et le matériel, moi, c'est même pas moi qui le mets, c'est les gamins qui le mettent. Donc, j'ai un temps fou pour pouvoir discuter et accueillir les parents, alors ceux qui arrivent 15 minutes avant et ceux qui arrivent 15 minutes après. Donc voilà, la disponibilité, c'est important et je trouve que les outils de communication aujourd'hui, certes, ils sont vite et rapides et intéressants, mais ça dépend comment on les utilise et rien ne remplace la relation. Donc, une fois qu'on est dans le gymnase, il faut être dispo, quoi. Ok, il y a une autre question sur une autre thématique ou ce qui a été exposé. Bon, et bien sur ce, moi, je vais une nouvelle fois te remercier, Virginie, et du temps que tu nous as consacré, parce que c'est pour nous, je pense, très important de pouvoir avoir des éclairages, là, notamment sur des questions qui se posent à nous aujourd'hui, hein, sur comment nous pouvoir travailler sur nous, entraîneurs, jeunes entraîneurs, plus vieux, face à des publics qui consomment ou viennent pratiquer différemment aussi. Et je pense que ça, c'est intéressant pour nous aujourd'hui, vu de notre éclairage, là, de se dire est-ce qu'on questionnait notre pratique, questionner les gens, questionner les personnes en face pour avoir un certain nombre de réponses. En tout cas, merci. Je vais t'offrir le mot de la fin quand même, à moins que Sébastien, toi, tu veuilles donner quelques infos après Virginie. Non, juste vous signaler qu'on aura vraisemblablement 2 visios dans le mois de mars. Alors les dates sont encore pas calées, mais on devra avoir Arnaud Provençal qui s'occupe un petit peu de toute la gestion vidéo à la fédération et qui va intervenir sur comment s'entraîner chez soi dans le courant du mois de mars. Il est très pris, donc on essaie de trouver une date assez rapidement. Puis on aura Delphine Pasto, qui est la directrice territoriale du comité de Maine-et-Loire, si ma mémoire est bonne, qui interviendra sur la notion de projet club, me semble-t-il, à la fin du mois de mars. Voilà, en tout cas, merci Virginie pour ton cours. Le mot de la fin. Ouais, en tout cas, merci pour l'invitation. Moi, c'est toujours un grand plaisir de pouvoir partager, en tout cas, mes représentations et les questionner et les débattre avec vous. En tout cas, c'est toujours un grand plaisir. Je vous partagerai tous les docs. Et s'il fallait garder un maître mot, voilà, je me suis beaucoup répété, mais c'est questionner, écouter.
prendre de la distance, gérer ses émotions, questionner pourquoi je suis là, en fait, les raisons de mon implication. Et une fois que tout ça est bien clair, j'ai envie de dire, votre manière d'accompagner, je préfère dire accompagner les jeunes et les moins jeunes, ne sera que plus efficace, quoi. Donc voilà, merci à la Bretagne et puis au plaisir de vous revoir. Voilà. Et une dernière chose, donc la vidéo, le temps de webcam, enfin de webconf a été enregistré. Virginie va nous remettre à disposition là son support et voilà, on mettra aussi les coordonnées de Virginie pour ceux qui souhaitent peut-être avoir un contact avec elle. Il n'y a aucun souci. Merci à vous, bonne fin de journée, bon week-end. Et puis, on espère tous, bien sûr, à très vite au bord des terrains. Voilà. Hein. Au revoir. Au revoir, à bientôt.